Bien, je veux d'abord saluer les élus qui sont ici, les parlementaires, la présidente du conseil départemental, la présidente du conseil régional, les maires qui sont ici et qui m'accueillent en terre socialienne. Si je veux dire plus loin, en terre montbéliarde. Si je veux dire encore plus loin, on va dire en terre de Franche-Comté, même si aujourd'hui la région est avec la Bourgogne. Vous avez raison de parler de votre histoire, parce que c'est une histoire que celle de l'automobile, de Sochaux. Une histoire qui remonte à loin des débuts de l'automobile. Une histoire industrielle, une histoire de femmes et d'hommes venus quelquefois de loin pour travailler ici et qui ont forgé une mémoire. Cette mémoire que vous transmettez de génération en génération. Mais faut-il encore qu'il y ait un avenir? Il ne suffit pas de regarder l'industrie comme une nostalgie, comme une mélancolie qu'il faudrait regretter et dire que nous allons passer à un autre temps. Non, il y aura toujours des usines pour fabriquer des automobiles. On les fabrique différemment d'hier, heureusement. On les fabrique avec des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs, des opérateurs, bref, vous qui fabriquez ces automobiles. Vous avez rappelé, monsieur le directeur, que j'étais venu il y a un peu plus de 5 ans. J'étais alors candidat, je venais essayer une voiture et je suis aujourd'hui parmi vous président de la République. Il y a 5 ans, quand j'étais venu ici, il y avait un contexte qui était lourd parce que l'industrie automobile en général connaissait de grandes difficultés. On vendait moins de voitures, et nos concurrents étaient plus compétitifs que nous. Nous nous interrogions même sur l'avenir de PSA. Un plan social était en voie d'être préparé, il était déjà connu, il n'avait pas été annoncé puisque nous étions en campagne électorale, mais je savais qu'il allait se produire. Nous étions aussi dans un moment où des sites eux-mêmes étaient menacés. Certains d'ailleurs ont fermé. Je pense à Aulnay. Et puis ici, c'était la grande question. Combien y aurait-il encore d'emplois? Est-ce qu'il y aurait un avenir pour le bassin? Est-ce que nous pourrions avoir des véhicules capables d'être parmi les plus performants? Et puis enfin, est-ce que le groupe familial, puisque c'est un groupe familial, Peugeot, pourrait avoir la taille nécessaire, les capitaux indispensables pour mener la transition? Je reviens vers vous et 5 ans plus tard, que s'est-il passé? Il y a eu d'abord une nouvelle direction qui, avec M. Gallois et M. Tavares, a fixé un cap stratégique, a mobilisé les cadres, le personnel pour dire qu'il y avait un avenir. Il y a eu un accord qui a été passé aussi entre les salariés et la direction. Un accord, ce n'est jamais facile de trouver un compromis. Parce que quand on a surtout la crainte pour son propre avenir, est-ce que ce qu'on lâche va être véritablement une contrepartie suffisante? Est-ce que ce n'est pas le risque d'un engrenage? La plupart des organisations syndicales, pas toutes, la plupart ont choisi de signer cet accord, qui a permis de donner de la compétitivité et aussi d'offrir des contreparties positives. En cas de retour à meilleure fortune, c'est le cas aujourd'hui. L'État a été sollicité doublement. Il y avait une société de financement de Peugeot, celle qui fait les crédits pour acheter les voitures, qui était en très grave difficulté financière. J'ai alors décidé de donner la garantie de l'État pour qu'il n'y ait aucun risque sur cette société. Pierre Moscovici, qui était ministre à l'époque, a été pour beaucoup dans cette décision. Mais il y avait la question du capital, c'est-à-dire de ce qu'allait être PSA. Il fallait convaincre la famille de céder une partie de ce qu'elle avait en patrimoine, faire venir d'autres actionnaires, chinois, mais comme il y avait des Chinois, il fallait qu'il y ait des Français, pour qu'on soit à égalité. Et c'est pourquoi j'ai décidé que l'État prendrait une part au capital exactement égale à celle de l'actionnaire chinois.
pour que nous soyons sûrs que nous garderions la capacité de décision, l'indépendance qui est nécessaire pour une grande entreprise comme PSA. Mais pourquoi un actionnaire chinois? Parce que c'était aussi une opportunité pour le groupe d'aller vendre en Chine et donc d'accéder au marché chinois. Il y avait une grande question qui était de savoir si cette stratégie d'abord allait marcher. Elle ne pouvait marcher que s'il y avait un niveau de performance élevé, que s'il y avait de l'innovation, que s'il y avait de l'investissement, ce qui s'est d'ailleurs produit. Et puis il y avait une autre question qui était de savoir qu'est-ce que les sites allaient devenir. Et c'est alors qu'il y a eu des choix, et des choix très importants qui ont été faits, et notamment pour Sochaux. Et c'est ce que vous avez rappelé, monsieur le directeur, parce qu'il y a ici une annonce qui a été faite, 200 millions d'euros d'investissement, et qui vont permettre, vous m'en avez montré la maquette, de reformater, remodeler le paysage ici, tout en donnant plus de performance, plus de compétitivité et donc plus d'emplois. Parce que sur ce site, il y a aussi des recrutements qui ont été faits. Tout à l'heure, on m'a présenté les CDI, les vrais CDI. Parce qu'ici, il y a toutes sortes de contrats. Je ne veux pas vous gêner. Donc, il y a des gens qui rentrent en apprentissage, des gens qui rentrent en contrat à durée déterminée, il y a des gens qui rentrent en intérim, il y a des gens qui rentrent après en contrat à durée indéterminée, intérim, puis après il y a le contrat à durée indéterminée. Parfois, il n'y a pas de rupture entre les différentes étapes. J'en ai interrogé. Ça faisait 5 ans qu'il attendait son contrat à durée indéterminée, l'opérateur que j'ai interrogé. Et puis là, il l'avait. Ce qui lui donne conscience qu'il va pouvoir travailler longtemps ici à PSA. Donc, des investissements très importants, des emplois durables. Mais fallait-il aussi que l'on puisse se préoccuper des sous-traitants. Ces sous-traitants qui sont indispensables pour PSA. Parce que c'est en ayant de bons sous-traitants capables de fournir à l'heure dite les technologies les meilleures qu'on peut faire les automobiles dont vous êtes si fiers. Et vous avez eu l'intelligence, je dois le dire, d'organiser sur le bassin d'emploi, avec l'aide de la région, je n'en doute pas, du département, de l'agglomération, mais vous avez eu l'intelligence de pouvoir faire une zone industrielle où il va y avoir tous les sous-traitants qui vont être présents. Alors, il y aura Forestia, Plastic Omnium, Énergie, et ça va créer là aussi 300 emplois. Et puis enfin, vous avez décidé de faire ici, à Sochaux, l'usine du futur. Alors l'usine du futur, ça s'intègre dans l'industrie du futur. C'est non pas de faire une usine sans salariés, ce n'est plus une usine quand il n'y a plus de salariés. C'est faire une usine avec des salariés qui vont faire ce que les concurrents ne peuvent pas aujourd'hui imaginer faire. C'est-à-dire avec des robots, avec des machines, avec des outils, avec des technologies qui vont faire que, à la fois, le travail va s'améliorer, que la performance va s'élever et que l'on pourra se projeter dans l'avenir. Quel est l'avenir pour l'industrie automobile? C'est bien sûr de faire des véhicules de grand confort, de grande qualité, et vous avez ici une gamme très impressionnante. J'y reviendrai. Mais c'est aussi de vous projeter dans ce que va être le véhicule du futur. Or, le véhicule du futur, c'est le véhicule électrique. Ici, vous préparez le véhicule électrique. Vous préparez aussi, vous l'avez déjà fait, le véhicule hybride. Et la voiture du futur, c'est aussi la voiture où le numérique prend toute sa place. Où le numérique permet qu'il n'y ait plus de conducteur, ce qui est navrant pour celui qui aime conduire ou celle qui aime conduire. Mais il faut se préparer aussi à cette évolution-là. On voit déjà qu'il y a sur des transports collectifs des bus qui peuvent rouler de manière totalement autonome. Et qu'il y a des concurrents qui ne sont pas des concurrents automobiles, qui sont des concurrents de grands groupes numériques qui veulent faire le véhicule autonome pour ensuite conquérir l'industrie automobile. Donc c'est tout à fait essentiel que vous soyez, vous,
PSA les meilleurs en matière de numérique. Alors vous allez ici devoir non seulement recruter, mais former vos personnels. Et une des grandes réformes que j'ai engagées, c'est de pouvoir donner à chacune et à chacun d'entre vous un compte personnel d'activité, un compte personnel de formation qui fait que tout au long de votre carrière, de votre vie, que vous restiez chez Peugeot, ce que je vous souhaite, ou aller ailleurs, vous ayez ce patrimoine, ce capital qui vous appartient et qui peut être fructifié pour que vous puissiez disposer de formation pour changer de métier ou au contraire rester dans le même métier mais avec une qualification plus haute. Ça, c'est à vous. Personne ne peut vous le prendre. Et c'est ce qui vous permet d'avoir cette confiance dans votre avenir et ce qui permet aussi à PSA de savoir que vous, avec vos différences, vous aurez toujours la possibilité d'être qualifié par rapport à des exigences technologiques de plus en plus grandes. Alors, enfin, il y a l'avenir du diesel, parce qu'on en parle beaucoup. Vous fabriquez du diesel. Longtemps, PSA a été regardé comme étant un des grands constructeurs diesel. Mais là aussi, PSA avait anticipé. D'abord, en évitant qu'il y ait des émissions qui puissent être dangereuses. PSA avait aussi anticipé en faisant des véhicules hybrides. Et PSA, on lui a laissé le temps, comme aux autres constructeurs, de pouvoir faire cette transition du diesel vers d'autres carburants. Et c'est ce qui vous permet, là aussi, d'avoir confiance dans l'avenir. Alors on m'a présenté la gamme, là. La dernière fois, c'était pour la DS5. Donc Peugeot, PSA, quand j'étais venu comme candidat, avait pensé que je serais président, donc m'avait présenté le véhicule. Il faut dire que le premier véhicule que j'ai emprunté, une fois président, était un véhicule avec un toit ouvert. Je m'en souviens. Mais c'était le contrat qui était passé. Le président doit sortir avec le toit ouvert, quelle que soit la météo. Je vous confirme que le toit ouvert n'est pas étanche. Donc l'eau coule dans le véhicule. Mais j'ai voulu, parce que c'était ce que nous avions aussi décidé ensemble, faire honneur à la marque Peugeot et PSA, en allant jusqu'au bout avec le toit ouvert. Et puis ensuite, j'ai pris un toit fermé. Il valait mieux parce qu'il y a eu aussi des météos très, très difficiles. Mais je voulais aussi que le président de la République puisse faire comme il était prévu, et quelles que soient les intempéries, ce chemin. Vous aussi, vous avez fait le chemin, quelle que soit l'intempérie. Parce que vous avez reçu la pluie, vous avez reçu la tempête, vous avez reçu tout ce qui angoisse à un moment de savoir qu'est-ce que ce sera, est-ce qu'il y a une éclaircie possible, est-ce qu'il y a une visibilité, est-ce qu'on en sortira. Vous êtes tous posé cette question. Eh bien oui, vous avez réussi. Et vous êtes aujourd'hui regardés comme les meilleurs. Vous avez été capable de racheter Opel. Qui l'aurait dit en 2012 que nous pourrions, vous pourriez, enfin comme l'État est actionnaire, nous pourrions acheter Opel. À l'époque, en 2011-2012, c'était plutôt de savoir qui allait racheter PSA. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes, si je puis dire, à la manœuvre. Alors vous m'avez présenté de nouveaux véhicules, la 3008, voiture de l'année, et là aussi, ça a dépassé vos espérances. Et pourtant, le prix est un prix de haut de gamme, mais il y a une telle confiance dans la technologie PSA que le consommateur veut ce véhicule, et même prêt à attendre 5 mois. Ça nous rappelait, monsieur le directeur, ce que nous vivions à d'autres époques où il fallait attendre très longtemps pour avoir une voiture. Pas simplement parce qu'on ne pouvait pas la payer, mais parce que même quand on pouvait la payer, il fallait un délai, ce qui n'est plus supportable aujourd'hui. Les plus jeunes ne se souviennent pas aussi que pour avoir le téléphone, je ne parle pas du téléphone portable, pour avoir le téléphone fixe, il fallait attendre. Alors quand j'en vois qui sont pressés, qui se plaignent de tout, qui disent qu'ils sont abandonnés, qui sont oubliés, il faut les secouer. Il faut leur dire que le monde avance et qu'ils avancent avec le monde et qu'il ne faut pas toujours se plaindre. Il faut au contraire se battre
pour que l'avenir soit meilleur. Il ne faut pas toujours penser que c'est ailleurs que c'est mieux. D'ailleurs, il suffit d'aller ailleurs pour revenir vite ici, pour savoir que c'est ici qu'on a le mode de vie, la liberté, que beaucoup nous envient. Il faut arrêter de penser que le monde peut nous faire du mal. C'est nous qui devons changer le monde. Et c'est en ayant cette confiance que l'on peut à la fois réussir dans une entreprise comme on peut réussir dans notre propre pays. Alors je voulais, 5 ans après, une fois que nous avons, vous et nous, fait notre travail, fait notre devoir, vous dire ma fierté. Parce que quand je reviens ici, quand je vois ce que est devenu PSA, quand je vous vois, vous, avec un sourire plus franc qu'il y a 5 ans, j'étais un peu crispé il y a 5 ans, eh bien je me dis que nous avons bien travaillé et que nous avons bien servi notre pays. Merci.